Bonjour à tous. Vous savez que le cours ne commence que dans 3 minutes, hein. Ouais, 3 minutes en plus à apprendre. C'est marrant parce que là d'où je viens, les élèves en profiteraient pour chahuter, pour bavarder, balancer leur dernière vanne, et moi je commencerai le cours un petit peu énervé de cette façon-là. Bon, s'il vous plaît, vous pouvez vous calmer, qu'on puisse commencer? Mais pourquoi on chahuterait? On a quand même passé l'âge. Ouais, pourvu que l'heure passe vite. Allez, s'il vous plaît, on va pas perdre plus de temps que ça, qu'on puisse commencer. Bah non, bah ça marche pas. Avec vous, du coup, je sais pas comment commencer mes cours. Bon bah... c'est parti. On avait vu qu'à ses débuts, le jeu vidéo se pratiquait avant tout dans des salles d'arcade. D'ailleurs, un bon nombre de jeux étudiés jusqu'ici provenaient de ces bornes. Les consoles de l'époque, bien moins puissantes, étaient incapables de s'aligner sur le rendu visuel des machines à sous. Regardez par exemple ces adaptations de l'arcade sur console. La différence visuelle saute aux yeux. Seulement, voilà l'arrivée de la Master System et surtout de la NES, concurrent sérieusement le marché de l'arcade. La différence graphique s'estompe, il va donc falloir redoubler d'originalité pour attirer le joueur qui, bien souvent, dispose d'une console dans son salon. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on continue avec les classiques de l'arcade de la fin des années 80. Ça devient une habitude, nous allons commencer avec les classiques qu'on réactualise, technique assez courante, avouons-le, cela permet d'aguicher les nostalgiques en minimisant souvent l'effort créatif. Peut-être ne le savez-vous pas, mais Pac-Man a eu sa version 3D, les règles sont identiques, seulement cette visibilité change totalement notre rapport au jeu, vous pouvez le constater, nous ne voyons plus le labyrinthe dans son intégralité, ce qui inclut un facteur chance, puisque nous ne pouvons savoir où se trouvent tous les fantômes. Et avez-vous des souvenirs de Breakout, le fameux casse-brique de 1976? Eh bien le titre a connu une version modernisée de très bonne facture. Oublions le rythme assez lent de Breakout, ici nous pouvons ramasser divers bonus, certains agrandissant notre raquette, d'autres permettant de coller la balle, de les multiplier ou même se servir de notre raquette pour tirer, transformant le jeu en shoot 'em up. Monsieur, c'est pas en regardant votre montre que ça ira plus vite. Oh non, ça n'a rien à voir, c'est juste que... les cons. Ne nous attardons pas sur ces remakes, vous voulez des nouveautés, vous allez en avoir. L'un des genres surreprésentés en arcade à cette époque est l'action platformer. En 1985 débarque Ghosts and Goblins, un jeu baignant dans une ambiance assez macabre, mais à la fois bourré d'humour. Regardez la démarche de notre personnage Arthur. Une fois touché, celui-ci se retrouve en sous-vêtements, indiquant par là sa vulnérabilité. Il s'agit d'un jeu que l'on pourrait considérer comme de la plateforme, seulement un petit peu à la façon du shoot 'em up, nous lançons des projectiles afin de vaincre les hordes d'ennemis, et ceci sans un nombre assez conséquent. Il s'agit donc de plateforme, certes, mais avec une bonne dose d'action. Et oui, la plateforme classique est un genre assez lent, et une fois que l'on maîtrise la physique de son personnage, bah ça va tout seul. Comment jouer sur arcade à des titres comme Mario ou Alex Kidd, les classiques de l'époque, sans qu'un joueur ne monopolise pendant une longue période la borne. Comme dirait Louis-Émile de Réac, l'argent c'est du pognon. Si une borne se veut d'être rentable, les joueurs doivent y tourner régulièrement. En ajoutant donc à notre jeu de plateforme des vagues d'ennemis, cela corse immédiatement le challenge. Non seulement nous devons gérer les phases de plateforme, tout en évitant la multitude de sprites. On appellera donc ce genre de jeu de l'action platformer, un genre qui va prospérer dans les salles d'arcade. Ça risque d'être compliqué de vous citer tous les bons titres de ce genre, tellement ils sont nombreux. Je vous propose donc plus simplement qu'on mette fin au cours dès à présent. Il reste 35 minutes, alors on termine. Exactement. Donc, je vous en cite quelques-uns. Il y a déjà eu la suite de Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts. C'est bien plus fin, plus détaillé, même s'il s'agit des mêmes mécaniques. L'ambiance du jeu est véritablement à saluer. Avec Rolling Thunder, on retrouve le stage qui se déroule sur 2 niveaux. Armé de son pistolet, Albatros part donc à la recherche de Layla, une jeune fille prise en otage par une organisation criminelle. Shinobi s'est inspiré en grande partie de Rolling Thunder. Plus de pistolets, mais des shurikens, puisque l'on incarne un ninja qui doit démanteler un réseau de trafic d'enfants. Il est honnêtement très bon et reste pour beaucoup
surtout la référence de l'action platformer. Green Beret dans son fonctionnement ressemble énormément à Kung Fu Master, des ennemis qui arrivent en grand nombre de chaque côté de l'écran pour nous terrasser. Seulement ici nous pouvons nous munir d'une arme à feu bien que nous puissions aussi régler le conflit au corps à corps, tout comme Robocop qui commence avec comme unique moyen de défense la force de ses bras, mais très rapidement il se munit de son arme à feu, ce qui change radicalement le gameplay du titre. Il s'agit en effet de viser et éliminer rapidement ses adversaires avant que ceux-ci ne se retrouvent trop nombreux, et justement la particularité de Robocop est qu'il avance assez lentement, la précision devient donc indispensable. Enfin, Toki lui crache des boules de feu pour se défendre. Le pauvre s'est vu kidnapper sa fiancée par le maléfique Dr Stark et changé en singe par un enchantement de ce dernier. Il faudra alors parcourir les niveaux pour délivrer sa belle. Le jeu est tout de même particulièrement exigeant. Ça en fait des jeux, n'est-ce pas? Et croyez-moi, il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. Bon, j'irai bien aux toilettes 5 minutes moi. Non, vous tenez bon, c'est bientôt fini. Très bien, c'est bon, je reste. Pour se différencier des jeux consoles, l'une des solutions peut être de proposer du multijoueur. Rappelez-vous que la NES n'acceptait que 2 manettes. Eh bien Gauntlet propose de la coopération à 4 joueurs. Chacun choisit sur la borne même son personnage entre le guerrier, le Valkyrie, l'elfe et le mage. À plusieurs ou seul, vous parcourez les différents donjons afin de recueillir toutes les richesses qui y sont présentes. Les monstres que vous devrez y affronter sont variés et comme toujours en très grand nombre. C'est vrai que des jeux d'aventure on en a de très bons sur console, mais une épopée que l'on parcourt à 4 c'est tout autre chose. Edlog, le principal développeur, remet le couvert sur la table 2 années plus tard avec Zybots. La station Earthbase a été l'objet d'une attaque surprise aux joueurs d'y remettre de l'ordre. Alors c'est un petit peu le même principe avec une aventure composée d'un grand nombre de niveaux et de vagues d'ennemis à éliminer, mais le style en est bien différent et même assez original. Il s'agit d'une sorte de shoot'em up avec une vision en 3D. L'écran est divisé en plusieurs fenêtres avec une fiche des caractéristiques du personnage, la carte et la vue de la situation. Edlog concocte là encore un jeu d'une grande qualité. Changeons de style avec Bank Panic. En tant que shérif, il nous faut défendre une banque. Nous avons 12 portes à travers lesquelles pénètrent les clients ainsi que les malfrats. Il va falloir faire preuve d'analyse et de réactivité, bien entendu. Lorsqu'un client vient déposer son argent, on le laisse en paix, mais s'il s'agit d'un bandit, il nous faut réagir vite avant son coup de feu et presser le bon bouton en fonction de la porte à laquelle il se trouve pour le cribler de balles. En haut, une petite fenêtre nous indique les prochaines portes qui seront ouvertes. À nous de louper aucun bandit et d'amasser un maximum d'argent. Empire City fonctionne à peu près de la même manière. Dans une ambiance de film noir, nous devons éliminer tous les membres d'un gang adverse. Seulement ici, comme simple indicateur, une malheureuse flèche qui nous oriente vaguement sur notre cible. À nous de toutes les débusquer et de les abattre avant que l'inverse ne se produise. Si j'étais dans mon ancienne classe, ça leur plairait parce que ça leur rappellerait Call of. Nous aussi ça nous plaît monsieur. Bah oui, c'est super intéressant. Oui, sûrement, j'en doute pas, mais bon, c'est pas pareil. Continuons. Vous le savez aussi bien que moi, il arrive parfois que la publicité s'invite dans le jeu vidéo. Cela peut être une technique pour financer son jeu ou plus simplement se faire du pognon facilement. On peut certes se questionner sur les valeurs morales qu'engendre un tel principe. Dans Tapper justement, où l'on incarne un serveur, la marque d'une bière assez célèbre est présente à chaque niveau du jeu, bien en évidence. Mais malgré ce petit carton publicitaire, il s'agit d'un bon jeu. Les clients, assoiffés, et c'est tout naturel, réclament leur bière en s'approchant de plus en plus du comptoir. Un petit peu comme les extraterrestres s'approchent du vaisseau dans Space Invader. Mais à eux, on ne leur envoie pas des missiles, mais des pintes remplies à ras-bord, qu'ils n'aient pas à se servir eux-mêmes. Il est donc en notre devoir d'étancher leur soif. Le jeu rencontre un véritable petit succès, mais va aussi se voir reprocher par maintes associations parentales de faire la promotion de boissons alcoolisées. Tapper rectifiera le titre en sortant une nouvelle version avec des sodas. Difficile de ne jamais avoir entendu parler de Paperboy, la borne qui nous met littéralement au volant d'un guidon de bicyclette. Rien de plus simple donc, livrer le journal. Seulement voilà, il y a bien souvent du trafic et des passants sur notre route, ce qui s'avère tout de même dangereux, et atteindre le bas de la porte ou la boîte aux lettres n'est pas toujours aisé. De plus, toutes les maisons du quartier ne sont pas abonnées à notre quotidien. Pour les faire changer d'avis, n'hésitons pas à vandaliser leur propriété. En revanche, il ne faut surtout pas endommager la résidence d'un client, on risque qu'il résilie son abonnement. Les graphismes sont de toute beauté pour cette époque, le jeu a un concept original, c'est une totale réussite. Avec Toobin, c'est une course de bouée, la borne est munie de 5 boutons pour bégayer avec sa main dans les directions voulues. Il est possible de ramasser des canettes et de s'en servir comme projectile contre son concurrent ou contre les obstacles qui encombrent notre parcours.
Et puis, attention, il va falloir que je me serve des acolytes pour vous expliquer quelque chose. Vous savez, s'ils se mettent à danser, tiens, par exemple, alors on peut assister à du mouvement au sein de l'image. Regardez bien que finalement, ça s'oppose clairement avec la photographie, parce que la photo... Monsieur, vous essayez pas de gagner du temps. Pas du tout, non, je veux en venir à un point très précis. C'est que vous voyez, en même temps, si un personnage sort du cadre, eh bien, forcément, ils sont plus que deux. Et là, bah, c'est un peu étrange, parce que, si vous voulez, ça... Ah bah zut, c'est la fin. Bon, bah allez. Mais vous avez même pas fini. Ah si, j'avais fini, c'est pile ce que je voulais dire. Au revoir. Professeur? Professeur, venez me voir. Les élèves disent que vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Non, ça va, pas de problème. Vous êtes tous stressés, hein? Non, c'est... Ah, vous êtes très tendu. Vous savez, professeur, pour être en harmonie avec une classe, il faut faire corps avec celle-ci. Hein? Par exemple, vous les imaginez, là? Vous laissez les ondes positives vous envahir. Allez-y, essayez. Ah non, vous savez, c'est pas du tout mon truc, ce genre de... Allez-y, ça va vous faire énormément de bien. On y va, par le sol. Allez, on y va, Professeur? Professeur?